Jack Arnold, vous avez déjà vu, je pense, Le Météore de la nuit, La créature du lagon noir, Le retour de la créature. Donc vous vous êtes dit, tiens, c'est le renouveau du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction universelle qui arrive après-guerre avec un nouveau metteur en scène. Ce serait un peu réducteur. Jack Arnold est un bon metteur en scène de série B, mais pas spécialement de fantastique. Il fait d'ailleurs beaucoup plus songer à des metteurs en scène généralistes qui ont fait une ou deux incursions dans l'horreur ou la science-fiction. Je sais pas, je pense à Don Siegel, je pense surtout à Robert Wise. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une dose de réalisme. Il n'utilise pas les trucs du genre, les fumées exagérées, les lumières trop colorées. Ce n'est pas un metteur en scène de fantastique ou de science-fiction. C'est peut-être pour ça qu'il a fait quelques-uns des plus grands films de science-fiction et en même temps, aux limites de l'horreur, du genre. Il est crédible. Et vous allez voir deux films de lui qui le prouvent plus qu'aucun autre, deux films, on va dire, avec des araignées, on y reviendra, ça c'est typique, mais il est bon aussi dans le western, voire Une balle signée X. Il était bon dans la comédie, il a fait une comédie anglaise avec Peter Sellers, La souris qui rugissait, que je vous recommande, qui est absolument admirable, qui est une histoire en gros de péril atomique, mais au niveau d'un pays qui est grand comme Monaco. On n'est pas du tout en Corée du Nord. Il a fait du polar, il a fait... Bref, il était chez Universal, il faisait ce qu'on lui demandait. Mais ce qui est très très étonnant, c'est que chaque fois, il essayait de trouver des solutions visuelles très différentes. Vous verrez qu'entre Tarantula et L'homme qui rétrécit, par exemple, la manière dont est filmée l'araignée est totalement à l'opposé. C'est donc un metteur en scène pour tout le monde, qui passe par le fantastique et par la science-fiction, mais un metteur en scène tout court, pas ce qu'on appelle un metteur en scène de genre, même si pour nous il l'est, car ce sont ses films les plus connus, et parce qu'on n'a pas vu tous ses films. En plus, il y a une chose, c'est que c'est quelqu'un qui abat beaucoup de films. Dans les années 50-60, c'est 2-3 films par an régulièrement. Il sent vite que le vent va tourner. Et dès la fin des années 60, il passe à la télé. Après, il fera une belle carrière télé. Alors, comment il a commencé? Acteur. Il voulait être acteur. Et puis, il va réussir plus ou moins dans le vaudeville ou à Broadway, pas vraiment. Après, il va partir à la guerre. Et son premier travail dans le cinéma, ça c'est intéressant, il travaille comme assistant du grand documentariste Robert Flaherty. Robert Flaherty, c'est quand même un cas tout à fait à part. C'est quelqu'un qui était à la fois un documentariste extrêmement pointu et précis, et en même temps quelqu'un qui aimait apporter une certaine poésie au documentaire. Donc il est un peu entre deux mondes. Et je pense que c'est un peu de cette poésie dans le réalisme qu'on retrouve tout au long de la carrière du grand Jack Arnold, qui est un bon metteur en scène sous-estimé. Un jour, peut-être qu'on verra tous les Jack Arnold. Un jour, peut-être qu'on se dira, c'est comme Stuart Hessler. C'est un géant méconnu. Je n'ai pas tout vu, mais par exemple, dans Jeunesse droguée, High School Confidential, que j'adore, il y a une apparition fulgurante de Jerry Lewis, et c'est le meilleur rôle de Mamie Van Doren avec ses seins proéminents, et c'est un bon film pour ados. À la fin de sa vie, il fera d'ailleurs quelques téléfilms tout à fait intéressants, dont un que je n'ai vu qu'une fois, hélas, fini par John Flynn, qui était une vie de Marilyn Monroe, tout à fait étrange, car il ouvrait plusieurs voies, plusieurs pistes, mais il n'essayait pas de résoudre le mystère de Marilyn, il essayait de donner les différents points de vue qu'on pouvait avoir à l'époque sur cette actrice, dont on ne sait toujours pas vraiment ce qui lui est arrivé, comment et pourquoi. Pour la petite histoire, sa maison est en vente actuellement pour la Xème fois, et on a découvert qu'il y avait des micros dans les murs qu'on n'avait jamais vus préalablement. Mais on pourrait dire qu'en France, Jack Arnold, à cause surtout de la légende qui a grandi vite autour de L'homme qui rétrécit, qui reste un des plus grands films de science-fiction du l'histoire du cinéma, a été un peu méconnu, il n'a pas eu ses défenseurs. Je me souviens qu'au Palace Croix-Hiver, qui passait toujours les mêmes films, on voyait ses westerns, mais pour nous c'était des films de Jeff Chandler, l'acteur. On voyait ses polars, mais on ne l'avait pas encore identifié comme auteur.
Et en revoyant aujourd'hui le film de Jack Arnold, on se dit qu'il a bien retenu la leçon de Flaherty. On est presque toujours dans le réalisme, avec des moments où on bascule dans une étrange poésie magique, panthéiste. Bref, il y a une présence très importante des décors naturels, du ciel, des nuages, et puis des intérieurs tout d'un coup confinés. Il faudra qu'on revoie un jour tous les Jack Arnold pour voir si on n'est pas passé à côté d'un grand metteur en scène, ce que je pense, en le méconnaissant et en voyant juste des westerns ou des films pour ados ou des comédies bien faites. Je crois qu'il vaut mieux que cela et que Jack Arnold est un grand metteur en scène. De toute manière, l'homme qui a fait la fin de L'homme qui rétrécit est un grand metteur en scène, car il y a là une séquence, je ne vais pas vous la raconter, qui est une des plus belles de l'histoire du cinéma, un moment panthéiste, admirable, sublime, où tout d'un coup on s'ouvre à l'univers et où l'univers s'ouvre à vous, et ce film ne pourra être qu'un choc si vous ne l'avez jamais vu, et si vous l'avez vu, c'est comme les tubes, on a envie de re-regarder à nouveau, et de revoir cette fin admirable qui nous fait découvrir l'univers qui est plus petit que nous, l'univers qui est plus grand que nous et dont nous faisons partie. Et là, Jack Arnold est un maître.